Ok, c'est bon, allons-y. File, fichier, nouveau, projet. Ok, langage de programmation C#, application, bureau classique Windows. Et vous sélectionnez console. Ok, bon, je vais changer en fait le répertoire. Au lieu de mettre directement dans Project, je vais ajouter un dossier. Le dossier, je vais le nommer Easy. Et là, l'application, on va le nommer TP1. TP1. C'est bon. Donc, le nom, c'est TP1. Le chemin d'accès est là. Par défaut, en fait, le nom du projet sera le même que le nom du namespace. Je vais un peu expliquer ce qu'est le nom du namespace. Si vous ouvrez le projet, vous n'ouvrez pas directement le projet, mais vous ouvrez en fait l'espace de nom. C'est-à-dire ici la solution. Okay? C'est-à-dire, si je termine, je vais essayer d'ouvrir. C'est-à-dire, si vous cliquez sur ouvrir, entre je vais cliquer sur un fichier dont l'extension c'est link. Voilà. Ce fichier n'est rien d'autre qu'en fait la solution. Donc la solution est associée à un projet. Vous pouvez maintenant créer beaucoup de projets dans la même solution. De ce fait, dès que vous ouvrez la solution, vous allez avoir tous les projets comme Eclipse en fait. Si vous voulez en fait chaque fois qu'on ouvre une solution, tous les projets sont affichés comme Eclipse. Dans ce cas, créez une seule solution et tous les projets seront dans la même solution. Okay? Voilà. Donc par défaut maintenant, chaque fois que vous créez un projet, le projet sera dans une solution. Si vous voulez également, vous pouvez changer le nom de la solution. Mais là, par défaut, on va supposer que la solution également s'appelle TP1. OK, et vous cliquez sur OK. Hein. C'est tout, sélectionnez ça. Hein. Application console. Application, laissez seulement application console. Hein. Okay, c'est bon. Alors, cliquez sur OK. Donc, en principe, vous devez voir ici votre projet. Voici la solution. La solution s'appelle TP1 et le projet s'appelle TP1. Je peux ajouter même à l'intérieur d'un autre projet. Si vous faites ceci, clic droit, ajouter, par exemple ici, nouveau projet, dans la même solution. Projet 2, projet 3, projet 4, etc. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons d'abord respecter cette architecture. On a déjà le fichier qui s'appelle programme.cs, c'est ce fichier qui est là, c'est le name, c'est le programme où se trouve en fait la méthode main. On va ajouter maintenant un dossier de main contrôleur et dans ce dossier, il y aura un fichier, une classe nommée fonction.cs. Allons-y. Faites clic droit sur le TP. Allez-y, faites clic droit sur TP, sur le projet. Hein. C'est bon, le projet est déjà créé? C'est bon. Voilà, faites clic droit, ajouter, sélectionnez classe, tout à fait en bas. Ajouter, ah non, on doit d'abord ajouter un dossier d'abord. Nouveau dossier d'abord, nouveau dossier. Oui, folder, oui, si c'est en anglais, c'est folder. Clic droit, ajouter, nouveau dossier. Le dossier, c'est controller, avec C en majuscule. Controller. C'est bon. C'est bon. Voilà, faites clic droit sur ce dossier, new class. Et la classe, on va l'appeler fonction. L'extension, n'est pas obligatoire, hein. Automatiquement, on sait que comme c'est en C#, l'extension, c'est .cs. Voilà, ok. Bah, je reviens encore sur ces notions de public là, qui ne sont pas obligatoires en C#. Pourquoi? Si vous êtes dans le même namespace, par défaut, vous n'avez pas, ou bien dans le même projet, hein, vous n'avez pas besoin d'ajouter public. Mais je vous recommande toujours d'ajouter un public. Pourquoi? Parce que si vous essayez en fait de créer un DL, c'est-à-dire une bibliothèque de classe pour ce projet, ou bien vous essayez d'appeler en fait ce projet dans un autre projet, dans ce cas, toutes les classes qui ne sont pas définies en public ne seront pas visibles. Par défaut, les classes sont en privé. Donc, pour que ça soit utilisable en fait dans l'autre classe, il faut toujours ajouter ici public. En fait, si on revient également ici, on peut ajouter toujours public. Là également, on ajoute public. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Si vous êtes dans le même namespace, dans le même projet, ces publics-là ne sont pas obligatoires. Ok, allez-y, ajoutez public, public partout. Allons-y. Pour définir un sous-programme, on sait que les méthodes sont en général définies en public. Hein. Donc, c'est... Ou bien, comme ces méthodes seront appelées dans le mail, on va le définir en privé. Comme ça, ils ne sont pas visibles à l'extérieur. Et il n'y a qu'en fait un menu qui sera visible à l'extérieur. Donc, on le définit en fait en privé. Voilà. Donc, c'est privé.
Le premier qu'on va afficher, donc c'est un. Donc ce sera un type de retour de quoi en fait. On voit, voilà, on fait rien du tout. Donc on ne retourne rien, donc ça sera void. Ok, je l'appelle affiche. Bon, par convention en C#, les méthodes commencent par une lettre en majuscule. C'est l'inverse de Java. En Java, les méthodes commencent toujours par une lettre en minuscule. Donc je l'appelle affichage. Oui. Oui. Maintenant, si tu ne mets pas de statique, tu es obligé d'instancier la classe. Si c'est statique, tu n'as pas besoin d'installer la classe, tu mets seulement fonction point. C'est un choix. Voilà. Donc moi, je vais instancier en fait. Donc je lui passe un nom, je l'appelle nom. Ok, bon, on fait quoi? Console.writeLine pour afficher. On doit d'abord calculer avant d'afficher. C'est-à-dire, voici ce qu'on doit faire. Je vais le mettre ici. Si vous prenez nombre, donc comme ça, vous divisez par 10, vous aurez combien? Je suppose que nombre, sa valeur c'est. Je suppose que nombre, sa valeur c'est 256. Si vous divisez, quel est le résultat? Par 10. 25. Combien? 25. Reste 6. Très bien, on récupère ce 6. Quand on divise une deuxième fois, on va diviser sur quoi? 25 divisé par 10. C'est combien? 2. Reste combien? 5. Vous divisez encore. Reste 5. Vous divisez encore. Si vous divisez sur quoi? C'est 2. C'est combien? Le résultat c'est 0, reste 2. Ensuite, on va diviser sur quoi? C'est fini. Voilà, donc on va récupérer quoi? 6, 5 et 2. De ce fait, là on a bouclé, n'est-ce pas? Tant que quoi? On va arrêter, on va boucler tant que le quotient est différent de 0, c'est tout. Donc on a besoin de combien de variables? La variable quotient ainsi que la variable reste. Vous avez vu, chaque fois c'est quoi? C'est 2 reste. 25 reste. Donc 25 c'est Q, c'est le quotient. Reste, c'est quoi encore? 6 c'est reste. Donc on va déclarer deux sous-variables en local. Q comme quotient et R comme reste. Ok? Alors, allons-y. Je vais enlever. Je vais déclarer ces deux variables. Q c'est le quotient et R c'est reste. Ne vous en faites pas. Hein. De toute façon, ce sera comme le PHP l'année passée. Et alors la partie sous-programme, parce que c'est ça le langage. Après la fin, ce sera comme PHP, il y aura des pages avec SQL. Et pour le début, il y a toujours ça. Non, en fait, tu en as posé quelque part, parfois, pour créer certains sous-programmes. Il y en aura. Mais vers la fin, vous allez voir, c'est pas comme PHP, ce sera des formulaires avec des chaînes en fait à faire. Mais pour le bout. Donc, ce sera comme PHP. Ok, while quoi? While pas reste, mais Q est différent de 0. Ok, d'après vous, pourquoi on souligne Q en rouge ici? Parce que une variable en local doit toujours être initialisée après déclaration. Parce que Q n'a pas de valeur. Si c'est en local, initialisé toujours. Maintenant, si c'est une variable qui est définie, c'est ce qu'on appelle les propriétés, dans ce cas, on n'a pas besoin d'initialiser. Par défaut, sa valeur, c'est la valeur par défaut en fonction du type. Mais si c'est en local, toujours on vous recommande ici d'initialiser. Reste, c'est pas la peine. Dès que c'est en global, mettez privé, mais public, ça va marcher. Mais si c'est en local, initialisez toujours. Ok, bon. Reste à fond, on va le voir. Pour voir ça signale du tout. Ok, donc je vais dire quoi? Qui reçoit nombre divisé par 10. R reçoit nombre modulo 10. Donc là, nous avons récupéré QR. Si vous limitez à ça, automatiquement, il va attaquer en fait cette condition en disant quoi? Est-ce que ce que je viens de trouver est différent des 0? Si c'était 2 seulement, ça va marcher. Mais imaginons que toi, tu as un nombre avec 2 chiffres ou bien 3 chiffres. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Pour la deuxième division, on divise sur quoi? Tout à l'heure, j'avais 259. J'ai divisé sur 259, mais la deuxième division, c'est appliqué sur quoi? Sur 25.
Donc c'est appliqué sur quoi une autre variable? C'est quelle variable? C'est sur Q. C'est Q, c'est le quotient. Parce qu'on a dit quoi? 259 divisé par 10, c'est 25, reste 9, n'est-ce pas? Alors, donc c'est 25, c'est le Q, c'est le quotient. Donc ici on va dire quoi? Nombre reçoit quelle valeur? Q. Avec ça, on a cassé. Maintenant, si vous affichez, ça va marcher, hein, mais vous allez afficher en fait l'inverse. C'est-à-dire que vous avez affiché 6, un exemple, 6, 5, 2. C'est à vous de voir. Si vous voulez, utilisez les chaînes de caractères, concaténer, ou bien utiliser un tableau. Mais pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. Non, mais voilà, voilà. Mais pour le moment, on n'est pas à ce niveau. C'est-à-dire on peut prendre une chaîne de caractères, après faire des substrings. Mais moi, je ne veux pas anticiper. Je vais laisser comme ça. On peut déclarer une chaîne de caractères à chaque fois ajouter en fait l'élément sur la chaîne. Il y a une fonction qui permet de calculer une chaîne parce que la chaîne, la taille, c'est length. Substring permet de faire en fait sous-chaîne. À la position i, on prend un caractère pour afficher de la fin vers le début. For i égale à length moins 1, i supérieur ou égal à 0, i moins moins. Il affiche tout, normalement, ça va marcher. Ou bien tu le mets dans un tableau, mais on n'a pas encore vu le tableau, les autres séances, ni tableau, ni chaîne, donc c'est pas grave, je vais directement afficher le reste, directement. Quand même, ça va afficher de manière verticale, mais de la fin vers le début. C'est pas grave, donc je vais laisser comme ça. Après, on va revenir pour perfectionner le programme. Donc, juste après ça, je vais faire quoi? Console. Console.writeLine. En fait, c'est writeLine qui va permettre d'aller à la ligne directement. Si vous mettez console.write, ce sera sur la même ligne. Mais dès que vous écrivez console.writeLine, automatiquement, après affichage de R, il va à la ligne, donc ça va afficher de manière verticale. WriteLine de quoi? De pas afficher non, non, c'était affiché non. Oui. Qu'est-ce qu'on doit afficher? Q, R ou bien nombre? C'est R. C'est le reste en fait. Parce que si tu divises, tu auras un exemple. Si tu as 295, c'est 5 que tu vas afficher. Divise encore, c'est 2, après c'est 9, après c'est 2. Donc c'est ça. Ah. R. C'est tout, hein. On passe au deuxième. Ah, privé, oui. Hein? Non, non. Il n'y a pas de souci, hein. Il faut te connecter à Internet. Tu cliques sur ça. C'est bon, allons-y, on va définir. C'est bon? Derrière, c'est bon? J'augmente ou bien c'est bon pour les exécutifs? C'est bon? Privé, le deuxième maintenant. Calcul et retourne. Donc ici, on va retourner quel que soit alpha, un nombre. Je vais préférer long. Je vais l'appeler calcul. Derrière, je lui passe un nombre aussi. Ok. Donc là, ce qu'on demande de faire, c'est quoi? Il faut d'abord vérifier si nombre est supérieur à 10, calculez nombre puissance dernier chiffre de nombre. Sinon, vous calculez le factoriel de nombre. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Avant de revenir sur ce sous-programme, on va d'abord sur cette méthode, on va d'abord créer deux sous-programmes. Un sous-programme qui permet de calculer le factoriel d'un nombre à côté, un sous-programme qui permet de calculer la puissance entre deux valeurs x et n, x puissance n. Okay? Donc on calcule à côté des deux sous-programmes, puis on va revenir sur ça. Maintenant, pour éviter cette erreur, on met seulement ici return de 0. Voilà, donc je vais définir ici, avant ce sous-programme, deux autres sous-programmes. C'est bon, vous avez terminé avec ça? C'est bon? Je continue? C'est bon. Même principe, ça sera en privé. Privé que le sous-programme, je vais s'il faut savoir donner en langue aussi. Je l'appelle factorial. Je
je vais lui passer n. Comment calculer le factoriel d'un nombre? Je vais déclarer en local une variable f, n'est-ce pas? Que je vais initialiser à combien? À 1. Puis je vais ouvrir une boucle. For quoi? I, oui, I, à 1, oui, I, A, oui. Ensuite, j'ai dit quoi? Facte, reçoit, facte fois, la facte fois I. Et à la fin, j'ai dit quoi? Retourne 2. C'est tout. Pour I allant de 1 jusqu'à n, parce que factoriel de 2, c'est 1 fois 2. Factoriel de 3, 1 fois 2 fois 3. Factoriel de n, c'est 1 jusqu'à n. 1 fois, ou bien n jusqu'à 1. Fact, il ne faut jamais initialiser en fait la valeur fact ou bien la valeur puissance à 0, parce que 0 est l'élément de... Voilà, très bien. 0 en fait est par défaut et la valeur qui retourne toujours 0, quel que soit le nombre qui est multiplié. Alors que 1 est l'élément de la multiplication. Convention quand même, il faut respecter. C'est bon, vous suivez? C'est bon. C'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Private, long, je vais l'appeler puissance. Bon, là je vais supposer que n est un entier positif, hein. Ce qui fait que je vais déclarer en local une variable puissance. Que je vais retourner puisse. Même principe, hein, pour la puissance maintenant, c'est de 1 jusqu'à n, soit c'est i est égal à 0, i inférieur à n, i plus plus. Ou bien i est égal à 1, i est égal à n. C'est à vous de voir. X puissance n, c'est n, x fois x, n fois. Puis je vais dire quoi? Puisse plus fois, puisse fois x. Privé toujours. Comme c'est un chiffre, moi je peux le mettre ici. Root main. Je l'appelle dernier. Donc ça sera return de directement. Dès que vous divisez un nombre, le reste que vous aurez automatiquement c'est le dernier chiffre. Si vous divisez 295 par 10, le reste c'est 5. C'est bien que, donc si c'est des certificats, être certifié. Reviens maintenant sur le calcul. Allez, suivez là. Si nombre est supérieur à 10, on doit retourner la puissance entre nombre et le dernier chiffre de nombre. Sinon, on doit retourner le factoriel de nombre. Cette fois-ci, ce sous-programme sera défini en public parce que c'est le seul sous-programme qui sera visible en dehors de la classe. Donc c'est public. Voyez. Je l'appelle module.
local, je vais définir int f. Okay, je vais saisir la valeur de f. Ah bon, avant même de saisir ça, je vais également déclarer ici la variable choix. Après la déclaration de n et de choix, donc si vous voulez, on peut initialiser aussi. C'est mieux. Je vais afficher un message. Console.writeLine. Je vais afficher le menu 1. 2 points, c'est affichage vertical. Affichage vertical. /n comme en anglais ici. 2 points. Okay. Puis, je vais afficher un message. Console.writeLine. Faites un choix. Choix reçoit. Comment saisir en entier? C'est int.parse de console.readline. Très bien. Là, nous venons en fait d'afficher un message de saisie, faites un choix. Puis, le choix est récupéré dans la variable choix. On va maintenant ouvrir en fait ici des cas. Puis structure, switch. Switch quoi? Je vais lui passer comme variable choix. Le premier cas, c'est combien? 1. Et le deuxième cas? Est-ce qu'il y a un troisième cas? On peut le gérer par default. Ok, voici les cas. Le premier cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appeler quel sous-programme? Hein? Affichage. On doit afficher quoi? Affichage, comment on l'appelle? Affichage vertical. Donc on écrit affichage vertical. On lui passe quoi? C'est à saisir. C'est pas encore saisi, n'est-ce pas? Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est pas grave, je vais vous montrer en fait quelque chose. Regardez, console.writeLine. Je dis quoi? Saisir un nom. Saisir un nom. Je vais dire quoi? Mais n est déjà déclaré. Oui, n est déjà déclaré. Je peux dire n reçoit console. Point password. De console. Je vais passer. Regardez très bien ce qu'il va faire. En fait, je peux lui demander ce qui est saisi ici, de le transformer en sous-programme. Voici ce qu'il va faire. Il m'a proposé un sous-programme qui s'appelle New Method, qui sera défini ici. Puis, New Method sera défini une seule fois. C'est-à-dire, au lieu d'écrire ceci 2 fois, parce que regardez très bien, j'ai suivez derrière là-bas. Regardez, là j'ai affiché un message console.writeLine, saisir un nombre entier. J'ai saisi.
Normalement, là également, je dois saisir. Pour éviter cette double saisie, je peux sélectionner ceci. Après sélection, vous faites clic droit, action rapide et refactorisation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la refactorisation, refactor. Vous sélectionnez refactorisation, il va te montrer, il va dire ceci. Ok, là où il y avait en fait la valeur, je vais mettre là-bas new method. Puis, voici en fait la méthode. Et toi, ce que tu as fait, c'est quoi? Tu fais double clic sur new method. Voici ce qu'il a fait. Il a créé ici une méthode qui s'appelle new method. Et tout à fait en bas, dans la même classe, il a défini là-bas une méthode qui s'appelle new method. Maintenant, toi, si tu veux, tu peux en fait venir ici et l'appeler peut-être saisie entier. Et regardez ce qu'il va faire. Si c'est qui saisit entier, automatiquement il va également le modifier en bas. Vous avez vu, il était hyper fort. Hein? Ok, appliquer et ça marche. Vous avez vu? Automatiquement c'est lui. C'est-à-dire, si vous codez en fait une section, vous voulez en fait que ça soit répété une fois, ne vous fatiguez pas. Sélectionnez la partie, faites clic droit, refactoriser. Automatiquement, il va. Lui-même, il sait ce qu'il veut faire, ce que tu veux faire. Il sait que moi, je veux saisir. Regardez, il a créé en fait un sous-programme qui va retourner un entier. Il dit en fait un entier en local, il retourne la valeur. Cette saisie sera récupérée dans la variable n que j'ai déclarée en local. Il sait réellement ce que je veux faire. Il sait que je veux saisir. Quand on saisit, on doit retourner ce qu'on a saisi. Il le fait exactement comme ça. Maintenant, moi, si je veux également, je peux revenir ici, enlever ça. C'est pas grave. J'en ai pas besoin. Il n'y a pas de problème. Par défaut, la méthode est statique. Il suppose qu'en fait, j'ai créé une méthode statique. Qui peut le plus pour le moins? Une méthode statique peut être appelée dans une méthode qui n'est pas statique. Mais l'inverse, n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir en fait une méthode statique, vouloir appeler dedans une méthode qui n'est pas statique. Dans ce cas, il faut instancier. Même les variables aussi. Mais là, on peut l'enlever. Vous avez vu, il a automatiquement créé ici une méthode qui s'appelle saisie entier. Si vous revenez ici, la méthode saisie entier peut être réutilisée. Là, en écrivant quoi? N reçoit saisie entier. C'est tout. On appelle quel sous-programme? Calcul. Calcul de quoi? Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué du tout. Ok, donc on revient ici au niveau de programme. Voilà, regardez très bien. Ces méthodes sont des méthodes d'instance ou de méthodes de classe. Les sous-programmes qui sont là sont des méthodes d'instance ou bien des méthodes de classe. Et pourquoi? De classe, et qui dit autre chose? Quand est-ce qu'une variable est une variable de classe? Quand est-ce disons qu'une variable est une variable de classe? Oui. Est-ce que ces méthodes-là sont déclarées en statique? Donc, ce ne sont pas des méthodes de classe, ce sont des méthodes d'instance. Ok? Variable de classe, méthode de classe, ce sont des méthodes où il y a le mot clé statique. Toutes ces méthodes sont des méthodes d'instance. Instance veut dire quoi? Il faut instancier cette classe. Il faut faire un new de fonction pour pouvoir accéder à ces méthodes. Est-ce que vous voyez? Donc, si je reviens ici, essayez seulement d'écrire fonction. Fonction. Bon, oui. Fonction maintenant ne marchera pas par défaut. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, ils ne sont pas dans le même namespace. Regardez très bien le namespace. Ouais, vous commencez à comprendre. TP1. Vous avez vu? Regardez maintenant l'autre, le namespace, c'est quoi? C'est TP1.controller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous implantez contrôleur, vous écrivez contrôleur point. Là, ça va marcher. S'ils ne sont pas dans le même namespace, impossible d'accéder directement à la classe. Il faut d'abord écrire le nom du dossier, le nom du namespace, puis vous accédez à la classe. Ou bien vous utilisez using. Using de quoi? TP1.controller. Donc si vous revenez ici, même principe, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Mettez-le ici, il va vous montrer cette lampe. Ou bien, le fameux action rapide aussi. Ça, action rapide, cliquez ici, il va vous montrer l'action, qu'est-ce qu'il faut faire. Il vous demande tout simplement de faire un using. Tu cliques ici, il va le gérer, c'est tout. Faites clic droit, action rapide et refactoriser, et vous cliquez sur action rapide, c'est tout. Et using. Ou bien, vous pouvez ne pas importer et décrire quoi? Décrire quoi? Contrôleur point fonction. C'est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans TP1.
et contrôleur est dans TP1, donc ça sera un enchaînement. Je suis dans TP1, j'entre dans contrôleur, puis je récupère fonction. Comme en PHP en fait, les références. C'est pas grave, moi je vais laisser l'importation, c'est bien. Donc faites clic droit sur ça, action rapide, et vous cliquez sur le using. Si vous ne voyez pas using, cela veut dire que la fonction est mal écrite. Il ne faut pas cliquer sur create, jamais, en Java ou bien C#. Cela veut dire quoi? Il faut recréer la classe. Ne recréez jamais, il faut importer. Donc dès que vous cliquez sur using, automatiquement vous avez ici using tp1. Ok, regardez très bien. Je vais simuler quelque chose. Je vais écrire, suivez derrière, fonction, point. On vous montre quoi? Il n'y a que menu qui est visible, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi les autres ne sont pas visibles? Pourquoi les autres ne sont pas visibles? Pourtant, dans la fonction, il y a beaucoup d'éléments. Pourquoi tous ces éléments ne sont pas visibles? Monsieur, l'autre côté. Pourquoi les autres ne sont pas visibles? Tu étais là le premier coup? Parce que c'est un privé. Les autres ne sont pas visibles parce qu'ils sont en privé. Si c'est privé, ils ne seront pas visibles dehors. Il n'y a que menu qui est public, regarde. Et ça, il faut le maîtriser, hein, il faut mémoriser. C'est pas normal, ça, hein? Ça, il faut le mémoriser. Alors, ok, donc si vous écrivez point, il n'y a que menu qui sera visible, avec d'autres quand même. Bon. Mais par défaut, il n'y a que celui-là qui est visible. Tous les autres sont en privé, donc ils ne seront pas visibles. Ok, voilà. Donc on sélectionne menu, puis on appelle. Bon, si vous exécutez, ok, il vous dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Fonction est une variable. Cette variable fonction est une variable. Ceci, c'est quoi? Main, c'est quoi? C'est une main, c'est une classe, une méthode ou quoi? Méthode main est, c'est une méthode, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Pourquoi maintenant il dit que ça me signale erreur ici? Qu'est-ce que je dois faire? Fonction est quoi réellement ça? Ce que j'ai sélectionné, c'est quoi? C'est une? Oui, c'est un objet, mais c'est une variable en local. Qu'est-ce qu'on doit faire des variables en local? Initialiser, c'est ce qu'il me demande en fait. Soit vous initialisez ou vous instanciez dans le cas où. C'est ça que je vous dis. Et avant même de voir les erreurs, vous devez même savoir l'erreur c'est quoi réellement. Chaque fois que vous déclarez une variable dans une méthode, la variable doit être initialisée. C'est une obligation. C'est ce qu'il demande en fait, réellement. Bon, je vais initialiser à quoi? Les objets sont initialisés en nul. Je ne peux pas faire 0, c'est pas possible. Ce que je peux utiliser en fait, c'est ça, c'est nul. Bon, est-ce que le code est bon? Est-ce que j'ai écrit réellement c'est bon? D'après vous, il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas? Ou bien? Non, il n'y a pas d'erreur, ou bien? Non, il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas d'erreur. Mais est-ce que le code va marcher? Et pourquoi? Non. Gay, est-ce que le code va marcher? Oui ou non, pourquoi? Ça va marcher. Ok, pour moi, ça va marcher. Sec, ça va marcher, oui ou non? Oui. En tout cas, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que ça va marcher réellement si j'explique? Oui, ok. Ça va pas marcher. Pourquoi? Voilà. C'est une méthode d'instance. Il attend le new. Il n'y a pas d'erreur, hein, mais le code ne marchera pas. Parce qu'il attend un new. C'est une méthode d'instance. Et comment on instancie une classe en mettant un new? Tant qu'il n'y a pas de new, ça ne marchera pas. Attention, le premier coup, c'est important. Hein. La théorie que j'ai faite la semaine passée, c'est très, très, très important. Si on parle de méthode d'instance, cela veut dire quoi? La classe est instanciée. Si la classe n'est pas instanciée, il n'y a pas d'erreur, mais ça ne marchera pas. De toute façon, je vais essayer, vous allez voir. Maintenant, pour garder en fait la console, je vais ajouter ici un console point. Vous allez suivre, vous allez voir. Console.readkey. Bon, je vais exécuter pour voir. Ok, le fichier .exe a été créé. Normalement, il doit maintenant lancer.
Voilà, c'est lancé, mais en fait, il y a un débogage qui est lancé également. Il est dans bin debug, tp.exe. Regardez maintenant ce que je vais dire juste après. Voilà, ça revient. Regardez très bien. Nil reference exception. En Java, comment on l'appelle? C'est nil pointer exception. Très bien. Chaque fois que vous avez ici, cela veut dire quoi? Vous avez oublié d'instancier la classe. C'est une méthode d'instance, ça ne marchera pas. Vous avez ici, système.nilReferenceException. La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. C'est pas une instance? C'est simple ça. Donc la théorie qu'on a fait est hyper importante. Avant de terminer votre code, vous devez savoir, même vous sous l'erreur. N'attendez pas jusqu'à la fin, parce que vous êtes des programmeurs. Au moins, dès que vous avez du rouge, vous devez normalement à peu près savoir où se trouve le problème. Hmm? Voilà, très bien. On a même écrit, en fait, je crois, la semaine passée avec les variables d'instance. Lorsqu'on veut les différents types de variables en C#. On en a parlé. Voilà. Voilà, donc là, je vais réellement instancier, ça ne marchera pas, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? On instancie avec le mot-clé new. New quoi? Voilà, là, ça va marcher sans problème. Ok, on exécute encore. Voilà. Bon, c'est la même chose. Les gens de C# ne veulent pas comme en Java, c'est comment C#. Voilà, c'est tout. Et voici en fait notre résultat. 1. Affichage vertical. 2. Calcul. Bon, je vais choisir l'option numéro 2. Il me demande de saisir un nombre. Je vais saisir combien? 149. Il va calculer 149 puissance 9. 120. Il va calculer 120 puissance 0. Donc 5, c'est pas grave. Je vais mettre 12. Il va calculer 12 au carré. Parce que si la valeur est supérieure à... En fait, je suis dans le deuxième cas, dans le calcul. Si la valeur est supérieure à 10, je suis ici en fait ça. Si la valeur est supérieure à 10, il va calculer 10, c'est-à-dire la valeur n, 12 puissance 2. Ok? Ah, qu'est-ce que... Ah on n'a pas, en fait, nous, on a appelé une fonction, on n'a pas affiché la valeur. Il fallait afficher pas, on n'a pas créé de soupe de procédure, on a créé que des fonctions. Or, à l'appel, on a seulement appelé, mais on n'a pas affiché. C'est normal. Je tape encore. Regardez très bien. Au niveau de menu. Ah, pas au niveau de menu, mais. Regardez très bien ici. Au moment d'appeler, on a seulement affiché, appelé, affichage vertical. Bon, affichage vertical, ça va marcher. Mais l'autre, quand même, ça ne marchera pas. Calcul. Calcul, lui, il retourne. Ce qu'il faut faire, il faut ajouter ici un console.writeLine pour afficher le résultat. Donc ici, je vais ajouter console.writeLine. De calcul. Calcul, c'est le résultat. Ok, je vais exécuter à nouveau. Ajouter ceci, hein, c'est console.writeLine. Bon, affichage quand même, bon, ça c'est une procédure, donc ça ne pose pas de problème. Toujours même principe, je vais toujours utiliser. Voilà, et ça marche. 12 au carré, c'est 144. J'exécute, je vais tester toutes les possibilités. 2, toujours, donc c'est quoi? 5. Facteur de 5, c'est 120. Ça marche. Le premier, affichage. 259. Mais là, quand il va afficher quoi? Pas 259, mais 952. Voilà, ce que je disais en fait. Mais là, c'est pas grave, on peut utiliser maintenant une chaîne de caractères concaténée à chaque fois, à chaque chiffre. Et à la fin, on affiche de la fin de le doubler un petit tableau. Et oui, ça marche. Mais c'est 952. Parce qu'on a directement affiché les restes. On n'a pas attendu jusqu'à la fin pour afficher les informations. Voilà, donc c'est tout. Hein. Vous avez vu que c'est pas compliqué du tout. L'autre qui disait que c'était le